Mesdames et messieurs, bonsoir ou bonjour selon le moment où vous nous recevez. L'Assemblée nationale est officiellement à l'ouvrage avec l'ouverture solennelle le 1er avril 2021, date constitutionnelle qui lance les activités de l'institution. Les organes sont mis en place. Nous recevons aujourd'hui à cet effet le député Sangaré Yacouba, élu à Koumassi, pour parler justement des organes et de leur fonctionnement. Le député Sangaré Yacouba est chef d'entreprise. Il évolue dans le domaine du tourisme. Merci, monsieur le député. Merci à vous également. Merci d'être avec nous. Déjà plus de 10 ans à l'Assemblée nationale, vous êtes un ancien de l'hémicycle. Avec vous, nous allons parler des organes de l'Assemblée nationale et de leur fonctionnement. Dites-nous tout de suite, qu'est-ce qu'une Assemblée nationale? Une Assemblée nationale est un organe au service du peuple, qui légifère les lois pour le compte du peuple, mais qui contrôle l'action gouvernementale pour rendre compte au peuple. Donc c'est un outil de bonne gouvernance, de gestion démocratique de la République. À présent, la grande interview de Timité Alibaba qui reçoit M. Assi Jean-Claude, chef du service du contrôle et de l'évaluation des politiques publiques. Parlant de fonctionnement de l'Assemblée nationale, que devrions-nous comprendre? Il faut entendre par fonctionnement de l'Assemblée nationale les règles qui régissent les activités des différents organes de l'Assemblée nationale. Et il faut également entendre par fonctionnement l'ensemble des procédures qui sont définies pour la réalisation des missions de l'Assemblée nationale, donc notamment le vote de la loi, le contrôle de l'action gouvernementale et l'évaluation des politiques publiques. Donc le vote de la loi se fait selon une procédure, le contrôle se fait selon des outils et des procédures, et l'évaluation se fait également selon des outils et des procédures. Et l'ensemble de ces dispositions sont contenues dans le règlement de l'Assemblée nationale, qui est le texte qui fixe l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Mais on ne peut pas parler du fonctionnement de l'Assemblée sans aborder la question des organes qui composent aussi cette Assemblée-là, notamment le bureau, les groupes parlementaires, les commissions permanentes, la conférence des présidents. Donc c'est l'ensemble de ces organes et les interactions qui existent entre eux qui vont donc faire l'objet du fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il a aussi dit que les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Qu'est-ce que cela signifie? Tous les débats des députés, que ce soit les travaux des commissions, que ce soit les séances plénières, ces séances-là sont ouvertes au public et aux médias. Ça veut dire en clair qu'un citoyen peut demander à venir assister à ce débat-là. Toutefois, le citoyen qui vient pour assister au débat n'a pas droit à la parole. Seuls les députés peuvent débattre. Alors, pourtant, on a souvent vu l'Assemblée nationale se réunir à huis clos. Oui, tout à fait. Les débats à huis clos sont également prescrits dans le règlement de l'Assemblée nationale. Alors, ça s'appelle comité secret. Les députés siègent en comité secret à la demande du président de la République ou du tiers des députés siégeants. Donc, c'est une disposition qui leur permet justement d'analyser un certain nombre de questions qui peuvent être considérées comme sensibles et donc pour lesquelles le public ou les médias ne peuvent pas relayer. Donc, il s'agit par exemple de la loi de programmation militaire. Vous savez que pour parler de la loi de programmation militaire, on parlera des effectifs de l'armée et de questions très stratégiques qui concernent l'armée. Et donc ces questions-là ne sont pas nécessairement mises à la disposition du public. Revenons à la procédure ordinaire. Quelles sont les conditions qui suffisent à ce que l'Assemblée nationale délibère? Alors, parler de procédure ordinaire, l'expression la plus exacte d'ailleurs, c'est discussion ordinaire. Alors, elle s'oppose à discussion immédiate. Donc, c'est deux façons de traiter les questions qui sont soumises à l'Assemblée nationale. La discussion ordinaire, elle commence déjà par les travaux en commission, où la présence d'un émissaire du président de la République est requis pour défendre le texte, le projet de loi qui vient du président de la République. Et s'il s'agit d'une proposition de loi, donc un texte émanant d'un député, alors le député auteur du texte vient devant cette commission pour défendre son projet. Un rapport est fait devant la plénière et après avoir entendu ce rapport qui est pris en considération, alors la plénière va décider de voter le texte ou de le rejeter définitivement. Mais quand il s'agit de la discussion immédiate, puisque c'est le contraire donc de cette discussion ordinaire, la présence de l'émissaire du président de la République ou de l'auteur du texte n'est pas requis. La commission se réunit et fait un rapport verbal devant la plénière. S'agissant donc de la votation des lois, quelle est la nature du droit de vote du député?
Sur cette question, il faut dire que le droit du vote du député est tout d'abord individuel. Ça veut dire que personne ne peut voter à la place du député? Si le député, même si son droit de vote est individuel, donc personnel, il peut alors, dans certaines conditions, déléguer ce droit de vote à un de ses collègues. Quelles sont ces conditions-là? En cas d'empêchement, donc par maladie, ou pour une mission à l'extérieur, ou pour remplir des obligations militaires, et pour tout autre motif qui est jugé valable. Est-ce que pour un même scrutin, un député peut avoir plusieurs délégations de vote? Non, cela est exclu par le règlement de l'Assemblée nationale. Mais de la même façon, aucun député ne peut déléguer son droit de vote à deux députés différents. Cela annule systématiquement cette délégation-là. Comment est-ce que le vote se déroule à l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale, les députés disposent de 5 façons de voter. Celle que nous connaissons mieux, c'est le vote à main levée. C'est d'ailleurs cette façon de voter qui est de mise pour l'ensemble des décisions qui sont prises à l'Assemblée nationale, sauf dans les cas de nomination individuelle, c'est-à-dire à l'élection du président et pour un certain nombre de tests dans les révisions constitutionnelles et autres qui requièrent ce qu'on appelle une majorité qualifiée. Dans ces cas-là, les votes se font à bulletin secret. Mais il existe encore 3 autres façons de voter, ce qu'on appelle le vote assis levé. Donc là, il s'agit de demander aux députés qui sont par exemple pour de se lever et ceux qui sont contre de rester assis. Il y a le vote au scrutin public à la tribune. Donc chaque député s'élève avec un bulletin qui va glisser dans une urne. Et il y a aussi le vote électronique. Qui est donc le garant du bon déroulement de toutes ces opérations? Alors, celui qui veille au bon fonctionnement de l'Assemblée nationale, donc de tous les organes de l'Assemblée nationale, c'est le président. Il est élu par ses pairs en début de législature pour la durée de celle-ci et il veille au bon fonctionnement aussi bien des organes de l'Assemblée et de l'administration, donc des services administratifs qui font tourner la maison au quotidien. Et donc c'est lui qui finalement va être la clé de voûte du système de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Alors est-ce que pour garantir le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale, les députés sont soumis à des sanctions? Le règlement prévoit effectivement des sanctions disciplinaires. Il y a tout un ensemble de sanctions, les rappels à l'ordre, le rappel à l'ordre avec l'inscription au procès verbal. On peut avoir la censure, l'exclusion temporaire et la privation des indemnités de parlementaires et des primes de session. Mais ces sanctions-là sont pour la plupart prononcées par le président et lorsque le député récidive, alors dans ce cas, la question peut être traitée devant d'autres instances, dans le bureau ou bien l'Assemblée nationale réunie en plénière. Merci à Timité Ali Baba et à Assi Jean-Claude. Monsieur le député, dites-nous, quels sont les organes qui portent l'Assemblée nationale? Les organes qui portent l'Assemblée nationale sont les suivants. Le bureau de l'Assemblée nationale, qui gère donc les travaux de l'Assemblée nationale. Après le bureau de l'Assemblée nationale, il y a les commissions permanentes, qui sont des organes techniques. Et puis, il y a les groupes parlementaires, qui sont des organes politiques. Et ensuite, il y a la conférence des présidents. Alors, il faut dire qu'au fil du temps, l'Assemblée nationale s'est adaptée afin de répondre aux attentes démocratiques du peuple. Parmi les organes que vous avez cités, l'on compte le bureau de l'Assemblée nationale. Et justement, Patricia Boli nous en parle. Le bureau de l'Assemblée nationale, organe central de la Chambre basse du Parlement ivoirien, a tout pouvoir pour présider aux délibérations de l'Assemblée nationale. Il organise et assure la haute direction de tous ses services. Il est composé de 27 membres qui sont le président de l'Assemblée nationale, 11 vice-présidents, 3 questeurs et 12 secrétaires. Conformément à l'article 8 du règlement de l'Assemblée nationale, les membres du bureau, à l'exception du président, sont élus pour une durée d'1 an renouvelable sur proposition du président de l'Assemblée nationale après consultation des groupes parlementaires. L'actuel bureau a été élu le 14 avril 2021. Il est composé des groupes parlementaires PDCI, EDS et RHDP. En termes de représentativité, le RHDP, groupement politique majoritaire, compte 20 députés repartis dans les différentes instances du bureau. Le PDCI en compte 5 et EDS 2 députés. C'est vrai que le bureau a été constitué avec l'assentiment de tous les groupes parlementaires. Au niveau de l'opposition, en tant que PDCI, leader de l'opposition, nous avions un rôle de solidarité avec les autres membres. Et donc nous pensons que le nombre qui nous a été imparti correspond à ce qui devait se faire. Nous avons, dans des discussions, nous avons dû céder
un certain poste de foi pour pouvoir intégrer nos partenaires de l'opposition. Je crois que tout s'est passé dans un bon esprit. Une autre présence très remarquée dans le bureau est celle des femmes. Elles sont au nombre de 11 contre 8 dans le précédent bureau. Pour ce qui est de la représentativité des femmes dans les instances du bureau, nous enregistrons 3 femmes vice-présidentes sur les 11 vice-présidents que compte l'Assemblée nationale. Ce sont Mesdames Brou Adjoa Pemon, Koko Patricia Sylvie et Tungara Aminata. 2 des 3 questeurs de l'Assemblée nationale sont des femmes. Ce sont Mesdames Nguessan Marie-Ange Delphine et Traoré Maïmouna. Enfin, sur les 12 secrétaires du bureau, 6 sont des femmes. Ce sont Mesdames Flanizara Touré, VDA Blican Elisabeth, Traoré Mariam, Nguessan Afoué Jacqueline, Kassi Aoubé Joséphine et Ake Bié Marie. Tout évolue, on est à peu près, quand vous comptez statistiquement, un peu plus de 40,7%. C'est une avancée notable pour les femmes et nous allons tout faire pour mériter cette confiance. Le président de l'Assemblée nationale élu, la rentrée parlementaire effective, les organes du bureau constitués, place au travail. Monsieur le député, place au travail. Oui, place au travail. Depuis le 1er avril, l'Assemblée nationale a officiellement pris du service. Vous savez que nous sommes dans une session unique. Auparavant, il y avait 2 sessions. Maintenant, c'est la session unique qui court du premier jour ouvrable du mois d'avril au dernier jour ouvrable du mois de décembre. Donc, nous sommes prêts. Depuis donc, le 1er avril, les députés sont à la disposition du Parlement pour attendre des missions. Monsieur le député, les députés, une fois élus, se regroupent par affinité politique, par idéologie. Ce sont les groupes parlementaires. Georges Aboya nous parle du rôle des groupes parlementaires. Association de députés créée sur la base d'une affinité politique et ou idéologique et qui alimente le débat à l'Assemblée nationale, les groupes parlementaires font partie des organes de l'Assemblée nationale. Un groupe parlementaire est valablement constitué s'il réunit au moins 8 députés. Il tire son existence du règlement de l'Assemblée nationale, et ce, depuis toujours, mais sa matérialité a été effective suite à l'avènement du multipartisme en 1990. La présente législature enregistre 4 groupes parlementaires. Ces groupes parlementaires ont été officiellement présentés le 14 avril dernier au cours d'une séance plénière qui a vu également l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Ce sont le groupe parlementaire RHDP avec 153 députés et présidé par M. Mamadou Diawara. Le groupe parlementaire PDCI-RDA composé de 65 députés. Il est présidé par M. Do Simon. Le groupe parlementaire EDS, qui compte 17 députés, son président est M. Georges Ama Ouenien. Le groupe parlementaire UDPCI, enfin, quant à lui, compte 9 députés et est présidé par M. Seri Pascal. Pour terminer, notons que pour cette législature, 4 députés n'appartiennent à aucun groupe parlementaire. Dites-nous, monsieur le député, les groupes parlementaires n'ont pas toujours été les mêmes. Non, les groupes parlementaires évoluent en fonction des législatures. Et donc, il y a plusieurs groupes, plusieurs leaders ou plusieurs partis politiques qui font leur entrée à l'Assemblée nationale. Les groupes parlementaires peuvent varier aussi. Le nombre peut accroître comme peut se réduire. Pour constituer un groupe parlementaire, il faut au moins 8 députés. Il fut un temps où il n'y avait que 2 groupes parlementaires. Il n'y avait que 2 groupes parlementaires parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que 2 partis majeurs. Dites-nous, est-ce possible qu'un député élu sous une couleur puisse s'inscrire dans un groupe parlementaire différent de cette couleur? Je prends un exemple, un député élu sous la bannière EDS ou FPI, peut-il s'inscrire dans le groupe parlementaire RHDP? Oui, cela est possible. Dans la pratique, ça se passe dans toutes les assemblées. L'Assemblée nationale représente le peuple de Côte d'Ivoire. Donc le député n'a pas de mandat impératif. Si dans un groupe parlementaire donné, il pense qu'il ne peut pas s'exprimer comme il veut, il pense qu'il ne peut pas dire, il ne peut pas faire le travail pour lequel le peuple de Côte d'Ivoire lui a fait confiance, il va dans un groupe dans lequel il pense qu'il peut valablement faire son travail au service du peuple de Côte d'Ivoire. Il y a des députés à l'Assemblée nationale qui ne sont affiliés à aucun groupe parlementaire. On les appelle les non-inscrits. Quelle est leur attitude face aux consignes de vote? Les députés non-inscrits sont des électrons libres. Ils n'obéissent pas aux consignes de vote. Ils votent selon qu'ils jugent que la loi pour laquelle on est là est bonne à voter pour le peuple.
sinon qu'ils vont dans le sens qu'eux-mêmes, leur conscience les guide. Alors, mais ce n'est pas parce qu'ils sont non inscrits qu'ils n'ont pas les mêmes prérogatives que nous. Ils participent à tous les travaux de commission, comme tous les députés, parce qu'ils sont inscrits dans les commissions. Et pendant les débats, ils ont un droit de parole aussi. On leur donne la parole parce que la parole est donnée aux différents groupes parlementaires pour donner les consignes de vote. Mais eux, comme ils ne sont pas membres des groupes parlementaires, on leur donne la parole pour s'exprimer, pour dire ce qu'ils pensent, donner les orientations aux autres députés. Et libre aux députés de les suivre ou pas, mais ils disent les positions, ils ont ce droit-là. Alors vous avez parlé tout à l'heure de consignes de vote. Est-ce à dire qu'au sein d'un groupe parlementaire, il n'y a pas de conscience individuelle qui s'exprime? Oh que non, la conscience individuelle existe bel et bien dans le groupe parlementaire. Les groupes parlementaires font des grands débats. Comme c'est des débats qui se font hors caméra, hors antenne, le peuple ne peut pas s'imaginer cela. Il y a souvent des débats très houleux au sein des groupes parlementaires. Donc ça veut dire que la conscience individuelle existe. Mais il y a la vision politique, la vision générale politique. On fait le débat pour pouvoir aboutir donc à cette vision générale. Chaque député prend la parole, donne sa position. Selon que la position est pertinente ou pas, c'est en fonction de l'argumentation qu'on arrive à trouver le consensus pour contribuer donc à la vision générale du groupe. Mais individuellement, chacun s'exprime de telle sorte que quand nous apportons un amendement à un projet de loi, c'est en connaissance de cause et c'est de façon consensuelle. Monsieur le député, parlons à présent d'un autre organe, les commissions de l'Assemblée nationale, et c'est Nati Meya qui nous ouvre cette page. Il existe deux types de commissions à l'Assemblée nationale, les commissions permanentes et les commissions spéciales. Les commissions permanentes sont des organes de l'Assemblée nationale qui sont formés au début de chaque législature pour l'étude des affaires qui leur sont soumises. Elles sont constituées par la répartition en un nombre égal de députés, tout en tenant compte de leurs compétences. Chaque commission permanente est dirigée par un bureau. Le bureau comprend un président, un vice-président, un rapporteur général adjoint et 2 secrétaires. Au nombre de 5 lors des législatures passées, les commissions permanentes sont passées à 6 depuis 2010. Pour la législature en cours, le nombre reste inchangé. Il s'agit de la commission des affaires générales et institutionnelles, présidée par l'honorable Aboulaye Ben Meïté. La commission des affaires économiques et financières, présidée par l'honorable Noumoni Sidibé. La commission des affaires sociales et culturelles, présidée par l'honorable Billon Jean-Louis. La commission des relations extérieures, présidée par l'honorable Famoussa Koulibaly. La commission de la sécurité et de la défense, présidée par l'honorable Kone Lassina Kardozi. Et la commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement, présidée par l'honorable Guireylou Émile. Nous avons vu que cette répartition elle est équilibrée, parce que d'abord en nombre, en moyenne 40 personnes par commission, et aussi en qualité. Ces commissions vraiment sont équilibrées et pourront donc vraiment apporter, contribuer énormément au travail parlementaire. Au sein de l'hémicycle, il y a un groupe qui est proche du pouvoir et il y a un groupe qui est proche de l'opposition. Donc je pense qu'il faut savoir effectivement que chacun a eu pour son compte. Les choses ont été faites dans les règles de l'art. C'est une répartition politique. Il y a eu des conciliabules, des discussions. Nous, au PRCI, nous avons demandé des choses bien précises et ce n'est pas tout qui a été obtenu. Mais le président Henri Konan Bédié a voulu la conciliation, a voulu que nous allions en rang serré. Donc, il nous a demandé d'accepter beaucoup. Et c'est ce qui a été fait. Les commissions spéciales, quant à elles, sont formées de façon spéciale, comme le nom l'indique, pour un objet déterminé. Elles cessent d'exister de plein droit lorsque les projets et propositions de loi qui ont nécessité leur création sont adoptés, rejetés ou retirés. Conformément à l'article 131 du règlement de l'Assemblée nationale, il est institué une commission d'évaluation des politiques publiques. Cette commission comprend 24 membres désignés à raison de 4 membres par commission permanente, en s'efforçant de respecter la configuration politique de l'Assemblée nationale. L'une des fonctions du parlementaire, c'est le contrôle de l'action gouvernementale et de l'évaluation des politiques publiques. Aujourd'hui,
aujourd'hui, le président de la République place les questions de bonne gouvernance au cœur de sa politique de Côte d'Ivoire solidaire. Il faut que nous sentons cette inclusion. Dites-nous, monsieur le député, quel commentaire sur les commissions? Les commissions sont des organes vitaux de notre institution. Ce sont elles qui étudient les lois qui sont soumises à l'examen de l'Assemblée nationale. Et en même temps, les commissions ont un rôle d'information de notre Chambre. Les commissions, ce sont elles qui conduisent les missions de contrôle de l'action gouvernementale sur le terrain et en font rapport à la Chambre. Donc, ce sont des organes techniques dont le rôle est essentiel pour le fonctionnement. Parce que c'est au sein des commissions que le débat parlementaire s'est fait. Quand le président de la République envoie une loi à l'Assemblée nationale, cette loi est portée devant l'Assemblée nationale par un émissaire du président de la République, et c'est en commission que l'émissaire du gouvernement va débattre avec les députés. Monsieur le député, vous-même, vous êtes inscrit dans laquelle des commissions? Moi, je suis inscrit dans la commission qu'on appelle la CRSTE, la commission de la recherche, la science, la technologie et de l'environnement. C'est dans cette commission que je m'exprime depuis 2012, donc depuis mon premier mandat, je suis dans cette commission, parce que l'environnement, c'est ma passion. La conférence des présidents, c'est aussi un organe du système de fonctionnement de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que c'est que la conférence des présidents? Eh bien, Jean-David nous en parle. La conférence des présidents est l'un des organes de l'Assemblée nationale. Ses missions, sa composition, son mode de saisine ainsi que la désignation de son secrétaire sont fixés par l'article 21 du règlement de l'Assemblée nationale. Le rôle prépondérant de la conférence des présidents est d'arrêter les projets d'ordre du jour des travaux parlementaires. Il tient donc une place fondamentale dans le fonctionnement de l'institution. Pour ce qui est de sa composition, la conférence des présidents comprend le président de l'Assemblée nationale qui en assure la présidence, les vice-présidents au nombre de 11, les présidents des 6 commissions permanentes ou leurs vice-présidents en cas d'empêchement, les présidents des groupes parlementaires ou leurs délégués en cas d'empêchement. Le secrétariat est assuré par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. En cas d'empêchement, il est suppléé par le secrétaire général adjoint. Enfin, il faut savoir que la conférence des présidents est convoquée par le président de l'Assemblée nationale au début de chaque session. Toutefois, il peut la convoquer chaque fois qu'il l'estime nécessaire ou à la demande du tiers des membres de la conférence. Monsieur le député, c'est un organe vital. Oui, la conférence des présidents est un organe vital. Et pour la simple raison que c'est cette conférence des présidents qui établit notre programme de travail, notamment le calendrier de travail et les différentes missions qui sont assignées à l'Assemblée nationale. Sans la conférence des présidents, on n'a pas de programme de travail en réalité. Alors, donc le calendrier est fait par la conférence des présidents et ce calendrier est soumis à une plénière. Parce que la plénière est souveraine, il peut y avoir des amendements apportés par la plénière et dès que ça c'est fait, le calendrier est adopté pour la durée pour laquelle il a été confectionné. Monsieur le député, nous poursuivons avec les questions des internautes. Natimeya a scruté la toile et elle a sélectionné 3 questions pour vous. Nous l'écoutons. Le règlement de l'Assemblée nationale exige-t-il la présence de tous les groupes parlementaires dans le bureau? Monsieur le député? Non, le règlement de l'Assemblée nationale n'exige pas la présence de tous les groupes parlementaires dans le bureau. Le règlement tire sa substance même de la Constitution. L'article 100 de la Constitution dit que la constitution du bureau doit être conforme à la configuration politique de l'Assemblée nationale. Alors, donc, dans le bureau, vous avez le pouvoir et vous avez l'opposition. Mais pas tous les groupes parlementaires forcément, parce que les groupes parlementaires n'ont pas le même poids. L'essentiel est que l'opposition soit représentée au prorata, bien sûr, de son poids, et que le pouvoir soit représenté au prorata de son poids. Voilà le principe. Deuxième question. Quelles sont les attributions des vice-présidents? Monsieur le député. Les vice-présidents sont comme des suppléants du président. Le président ne peut pas être partout, la tâche est immense, il ne peut pas être partout à la fois. Il délègue ses pouvoirs aux différents vice-présidents qui peuvent le représenter, qui peuvent conduire les débats en plénière, etc., etc. Il représente l'institution là où le président n'est pas. Troisième question. Tous les députés doivent-ils être membres des commissions d'une part? Et d'autre part, un député peut-il appartenir à plusieurs commissions? Monsieur le député. Oui, tout député, à l'exception du président de l'Assemblée nationale,
tout député doit être membre d'une commission. Mais un député ne peut pas appartenir à 2 commissions à la fois, qui ne peut appartenir qu'à une seule commission. Parce que, pour plus d'efficacité, les votes se font dans les commissions. Et les commissions reflètent un peu la configuration politique aussi de l'Assemblée nationale. Si vous regardez les commissions à l'heure actuelle, le nombre tourne autour d'une quarantaine de personnes. Il y a une majorité dans les commissions, il y a une opposition aussi dans les commissions. Donc si on devait appartenir à plusieurs commissions, vous voyez un peu que le jeu démocratique serait faussé. C'est pour ça qu'un député, une commission, pas 2 à la fois. Merci, monsieur le député, pour vos éclairages. Merci de vous être rendu disponible pour nos téléspectateurs. C'est moi qui vous remercie. C'est notre travail. Nous travaillons pour le peuple de Côte d'Ivoire, travail pour lequel le peuple nous fait confiance. Donc nous devons répondre à vos sollicitations à tout moment pour éclairer la lanterne du peuple. Merci. Je vous en prie. À très bientôt. À bientôt. Mesdames et messieurs, Au cœur de l'Assemblée nationale s'achève. Espérant vous avoir été utile, je vous donne rendez-vous dans un mois.